Alors au programme de ce webinaire qui va durer à peu près une demi-heure, 40 minutes. Dans un premier temps, on va se concentrer sur des tendances qu'on a pu détecter sur l'année 2023-2024 autour des cosmétiques de luxe. Puis on va regarder quelles marques finalement se démarquent en ligne, quelles marques proposent du contenu, une communication qui va toucher ces cibles. Et ces cibles-là, on va aussi regarder dans un dernier temps qui sont-ils et surtout comment essayer de les séduire à travers l'analyse en persona de ces consommateurs clés. Et en bonus, on vous propose de rester jusqu'à la fin parce que pour terminer le webinaire, on organisera un petit quiz de quelques questions et on offrira aux gagnants du quiz le cosmétique de luxe de votre choix d'une valeur de 300 €. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Alors, sans plus tarder, peut-être Antoine, tu peux nous parler un peu de Licteur? En quelques mots, Licteur, c'est un cabinet de conseil en social data intelligence. Auparavant, je travaillais à l'Élysée et on a dupliqué ce qu'on faisait pour le président au profit de marques comme Decathlon, La Poste, Société Générale, etc. Et on est spécialisé en social listening. D'accord. Et moi, c'est Clémence et je travaille chez VisiBrain. VisiBrain, c'est une plateforme de social listening, justement, ou de veille des réseaux sociaux qui permet aux marques, aux institutions et aux agences de veiller leur réputation en ligne, donc de détecter tous les risques autour de leur marque pour se protéger des bad buzz et protéger leur image, mais aussi de gérer leur influence en identifiant des opportunités de communication des influenceurs, des leaders d'opinion avec lesquels collaborer, mais aussi en faisant en fait toute une veille stratégique pour comprendre un peu notamment comment se positionnent leurs concurrents et comment orienter leur propre stratégie. Donc ça fait plus de 10 ans que VisiBrain accompagne des grandes marques comme Bouygues Télécom, Christian Dior ou encore SNCF, mais aussi des agences, Havas, Publicis et beaucoup d'institutions, notamment des ministères et des régions. Donc sans plus tarder, je pense qu'on va rentrer directement dans les tendances de 2024. On en a listé 7. La première, je ne sais pas si vous partagez ça, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat si c'est le cas, mais on perçoit de plus en plus, que ce soit en ligne ou à travers les conversations qu'on arrive à détecter, un fort lien entre cet aspect cosmétique de luxe et le monde des sciences. Cosmetic science, neuroscientifique, etc. Ça, on le retrouve sur Instagram, on le retrouve sur TikTok, on le retrouve sur YouTube. Et in fine, les marques l'ont bien compris. On a vu cette année, par exemple, le lancement de la marque Norae, qui est un cosmétique de luxe qui a été lancé par Sisley tout autour du prisme des neurosciences, Lima Skincare, etc. Et attention, parce que petit zoom sur cet aspect scientifique, c'est à la fois une opportunité très forte pour cette cible qui montre une forte affinité à ces sujets, mais ça peut être particulièrement dangereux. Il y a une communauté de vulgarisation scientifique qui est très active, et je trouve que le commentaire que vous voyez en bas à gauche résume assez bien finalement tout l'enjeu d'une bonne communication et d'une bonne stratégie de veille en ligne, parce qu'on peut dépenser des millions dans de la R&D scientifique, mais en quelques minutes, on peut tout perdre. Guerlain, c'est un bon exemple, avec 30 000 messages, soit 20 fois plus de messages qu'en temps normal, et une série de bad buzz ou de réactions qui ont été plutôt critiquées, mitigées en ligne, d'où l'importance d'une veille, mais ça, on y reviendra. La deuxième grande tendance en matière de cosmétiques sur les réseaux sociaux, ça va être tout ce qui tourne autour des ingrédients. Alors, ces derniers temps, on a remarqué, et particulièrement sur les réseaux sociaux, que les consommateurs avaient tendance à chercher leurs produits cosmétiques en fonction de ce qu'ils contiennent et plus forcément en fonction des effets sur la peau. Donc aujourd'hui, ce sont vraiment les ingrédients qui sont mis au premier plan, avec notamment une très forte augmentation des volumes de recherche autour de l'acide hyaluronique ou par exemple de la niacinamide. Vous avez aussi le rétinol qui est un des ingrédients stars ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Donc il y a une vraie carte à jouer de ce côté-là pour les marques de cosmétiques. Et également une petite montée en puissance de tout ce qui tourne autour
des médecines alternatives et particulièrement de l'Ayurveda, avec des termes de recherche comme Shilajit qui enregistrent des volumes de publications toujours plus importants. Et en fait, il y a une vraie alliance ces derniers temps entre santé et beauté, c'est-à-dire que les marques de compléments alimentaires, par exemple, sont de plus en plus en vogue parce que quand on parle cosmétique, on parle plus uniquement d'apparence externe, mais aussi de comment on se sent, que ce soit d'un point de vue santé ou d'un point de vue mental. Et donc, toutes les marques de compléments alimentaires pour booster la croissance des cheveux, des ongles, l'éclat de la peau, etc., elles fonctionnent très, très bien. Et c'est peut-être un segment aussi à prendre quand on est une marque de cosmétiques de luxe aujourd'hui. La troisième tendance émergente ces dernières années, c'est qu'on voit apparaître en fait de nouveaux usages pour avoir des résultats toujours plus naturels. Donc, par exemple, la technique du nanobrose qui consiste à micropigmenter ses sourcils avec un effet ultra réaliste poil à poil et en augmentation. Mais vous avez aussi cette technique du glass skin qu'on voit partout, spécialement sur TikTok, avec plus de 200 000 vidéos. En fait, le principe de cette technique, elle consiste à faire du layering. Donc le layering, c'est ce qu'on retrouvait dans la mode, c'est-à-dire superposer des couches de vêtements. Là, l'idée, c'est de superposer des couches de skincare et de produits cosmétiques pour avoir la peau la plus lumineuse possible. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que s'il y a à peu près 10 ans, c'était plutôt les rendus très sophistiqués, presque voyants, avec des sourcils hyper tracés qui étaient à la mode ces derniers temps, et spécialement sur les réseaux sociaux. C'est vraiment les rendus naturels qui sont au rendez-vous avec donc des hashtags comme Glass Skin qui performent très bien. Une autre tendance marquante, ça va être la beauté pour hommes. Alors, exemple à l'appui avec Fendi qui a récemment fait défiler ses mannequins sur des podiums portant du fard à joues. On voit également sur la photo que le mannequin a les sourcils bien tracés, il est extrêmement bien coiffé. Et vous avez Chanel qui a décliné son parfum bleu de Chanel en hydratant pour le visage. On pourrait penser que cette cible des hommes en matière de cosmétiques, c'est une niche. Et en fait, pas du tout, puisque quand on regarde sur Meta l'audience intéressée par la cosmétique, l'audience masculine, j'entends, intéressée par la cosmétique, on arrive à une estimation de 4,5 millions à 5,3 millions de personnes. Donc, c'est loin d'être anecdotique. Et pour rebondir un peu avec ce que tu disais, Clémence, il y a, je trouve et on trouve un lien de plus en plus important dans la cosmétique de luxe, en cet aspect, on va dire, soins physiques, avec tout ce qui va tourner autour du bien-être mental, du wellness en général. Et ça, encore une fois, je reprends l'exemple de Norae, mais on va avoir de plus en plus, en termes d'innovation produit et de communication, des marques qui vont se positionner sur ces aspects déstressants, répondre aux effets de la tristesse, du stress sur la peau. Et ça, moi, je trouve ça très, très intéressant. Et ça se retrouve en ligne avec des conversations, notamment sur Instagram, TikTok. Autre sujet intéressant, ça, je pense que j'ai remarqué des gens qui travaillent aussi sur ce scope parmi les inscrits au webinar, mais il y a une très forte influence asiatique. Alors, j'ai mis quelques screens, mais il y a 3 points, je pense, sur ce sujet. Le premier, c'est dès lors qu'on va regarder qui s'intéresse aux principaux produits de cosmétiques, notamment de luxe, on va retrouver les pays asiatiques au premier rang, que ce soit Japon, Corée, Chine, Vietnam, Taïwan, Hong Kong. Autre sujet, très très forte influence et très fort impact de toutes les collaborations qui vont tourner autour de la K-pop, autour des éléments de pop culture de l'environnement asiatique, autour d'influenceurs chinois, par exemple. Et ça, les marques l'ont bien compris. Elles alternent, et on va le voir tout à l'heure, des collaborations avec ces derniers. Elles proposent des produits ou des listings d'ingrédients ou des packagings qui sont adaptés à ce marché APAC. Et ça, on a trouvé ça intéressant de le remonter. Enfin, dernier point, la clientèle cosmétique de luxe, c'est pas n'importe quelle clientèle. C'est une clientèle qui est beaucoup plus exigeante, beaucoup plus concernée et beaucoup plus engagée que le tout un chacun.
Et là aussi, on le retrouve de la part des marques, notamment dans la prise de position de leurs leaders. J'ai mis un exemple d'un poste de la CEO monde de Chanel, Lina Nair, mais c'est pas du tout le seul poste sur le sujet, où directement les CEO, les leaders d'opinion, les ambassadeurs, parfois même les designers, où les personnes qui vont concevoir les produits vont s'exprimer sur les aspects de sustainability, de women empowerment, etc., etc. Alors après avoir vu quelles étaient les grandes tendances en matière de cosmétiques, on s'est intéressé avec Licteur à quelles étaient les marques les plus influentes sur les réseaux sociaux sur ce marché. Donc tout d'abord, juste quelques chiffres. Ce qu'il faut retenir, c'est que les marques de cosmétiques de luxe, elles génèrent un engagement qui est considérable sur les réseaux sociaux. Rien que sur le premier trimestre 2024, elles cumulent un nombre d'interactions supérieur à 13 millions d'interactions. Donc c'est un engagement qui est massif, hein. Et si on le compare avec un autre panel que l'on a chez nous, chez VisiBrain, qui est un panel en fait de plusieurs marques généralistes, donc de tout secteur d'activité confondu, eh bien on se rend compte qu'il y a 3 fois plus d'interactions sur le panel des marques de cosmétiques de luxe. Donc tout ça pour dire que la cosmétique, et spécialement la cosmétique de luxe, elle est très populaire sur les réseaux sociaux. Parallèlement à ça, lorsqu'on regarde le volume de recherche sur Google sur le sujet de la cosmétique ces dernières années, en fait, on se rend compte qu'il est plutôt stable, que ça stagne, alors que les marques, en revanche, elles sont de plus en plus recherchées. Si vous regardez la courbe rouge sur Christian Dior, elle a explosé cette dernière année, mais pareil avec Yves Saint Laurent ou Chanel, elles sont de plus en plus recherchées. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que bien que le sujet de la cosmétique stagne, les marques de luxe, elles grappillent du terrain et des parts de voix dans les volumes de recherche. Donc, ceci étant dit maintenant, quelles sont les marques les plus influentes? Donc d'abord, un petit point sur la méthodologie. Avec Licteur, nous, on a regardé 12 marques bien installées sur le marché. Gucci, Dior, Chanel, Sisley, Tom Ford, Lancôme, Estée Lauder, La Mer, La Prairie, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani et Givenchy. Et en fait, on s'est intéressé à comment elles communiquaient et l'engagement qu'elles généraient sur 4 plateformes, donc Instagram, Facebook, YouTube et TikTok. Donc, si on regarde en premier lieu sur Instagram, on se rend compte qu'en fait, la marque la plus influente, c'est clairement Dior, avec près de 3 millions de likes cumulés sur le premier trimestre 2024, suivi par Yves Saint Laurent et par Gucci. Si vous avez envie de regarder ce classement en détail, on vous met le lien de l'étude dans le chat. Voilà, donc vous pourrez consulter toutes ces slides à tête reposée si vous en avez envie. En tout cas, quelles sont les stratégies qui permettent de captiver l'attention sur Instagram? Eh bien, il y en a 2. La première, c'est de s'entourer d'ambassadeurs asiatiques. Donc, on l'a vu, hein, c'est une vraie tendance ces dernières années et particulièrement en 2024. Et donc, en s'entourant de stars de la K-pop, les marques de cosmétiques de luxe, elles génèrent un engagement massif. Exemple à l'écran avec une publication de Dior Beauté qui s'est entourée de la chanteuse de K-pop Jisoo du groupe Blackpink. Donc, c'est un groupe de K-pop sud-coréen. Mais vous avez Gucci Beauty qui fait exactement la même chose, ou même Yves Saint Laurent Beauty. Et pourquoi ça fonctionne aussi bien? C'est parce que, d'abord, il y a un vrai intérêt pour la cosmétique et spécialement le luxe sur les marchés asiatiques. Mais c'est aussi parce que les artistes de K-pop, ils ont d'énormes fanbases sur les réseaux sociaux. Et donc, dès qu'une marque s'entoure de ce type de célébrité, eh bien, les volumes d'engagement explosent. La deuxième stratégie qui permet de maximiser son engagement sur Instagram, ça va être de s'afficher comme une marque engagée. Et on l'a vu, hein, c'est ce que les consommateurs attendent aujourd'hui, et spécialement les consommateurs de cosmétiques. Exemple à l'écran avec Gucci Beauty, qui s'est entouré de l'acteur Elliot Page, qui est un acteur transgenre, qui est très engagé dans les problématiques pour permettre à la communauté LGBT d'obtenir toujours plus de droits. Et donc, clairement, en s'affichant avec cette célébrité, Gucci prend aussi un parti pris et se montre comme une marque engagée avec la communauté LGBT.
Et ça fonctionne bien, hein. Le post réunit quand même plus de 3200 likes, ce qui est assez conséquent. Donc ça, c'était pour Instagram, mais on s'est également intéressé à d'autres plateformes et notamment YouTube. Alors, sur YouTube, c'est la maison Yves Saint Laurent qui cumule clairement le plus de likes, loin devant Dior et Chanel. Et après, on retrouve les autres marques. Yves Saint Laurent qui cumule près de 80 000 likes sur la période analysée. Donc, ce qui permet à ces marques de tirer leur épingle du jeu sur YouTube, ça va être d'abord de donner la parole aux femmes, au-delà des aspects de la beauté, mais plutôt sur des aspects culturels. Exemple avec Chanel, qui est un exemple en la matière, qui a lancé un hashtag Chanel Rendez-vous littéraire sur YouTube, dans lequel la maison donne la parole aux femmes sur les questions de la littérature. Et c'est vrai que quand on regarde quelles sont les vidéos publiées derrière le hashtag, on se rend compte qu'elles sont à 95% portées par des femmes. Et ça fonctionne bien. La vidéo cumule près de 100 000 likes et 90 000 vues. C'est quand même des très beaux chiffres. Et quand on regarde quelles sont les autres techniques qui permettent de maximiser son engagement sur YouTube, eh bien, on se rend compte que c'est également porter la thématique de l'écologie et du développement durable, avec par exemple ici un court-métrage réalisé par la maison Saint Laurent qui met en scène ces jardins de l'Ourika au Maroc. Et en fait, ces jardins, ils ont une double vocation. D'abord, ce sont des jardins collectifs qui sont entretenus par des femmes, ce qui leur permet donc d'acquérir une indépendance financière en travaillant, mais aussi ils ont une vocation écologique puisque tout ce qui est cultivé dans les jardins est ensuite réutilisé dans les produits de cosmétiques d'Yves Saint Laurent et les parfums. Donc, ce qui permet de préserver la biodiversité dans les montagnes de l'Atlas. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que surfer sur les formats longs permis par YouTube pour parler de ses engagements est quelque chose qui fonctionne très, très bien. Et en fait, YouTube reste la plateforme du format long, malgré l'arrivée des shorts, malgré la démocratisation des vidéos courtes, même sur d'autres réseaux comme TikTok ou Instagram avec les Reels. TikTok reste la plateforme pour le format long. Donc, c'est le format idéal en fait pour rentrer dans les détails et parler clairement de ses engagements en tant que marque. Alors, l'autre plateforme auquel on s'est intéressé avec Lictor, c'est Facebook. Facebook, d'abord, il y a encore une carte à jouer pour les marques. C'est encore une plateforme intéressante où il y a beaucoup de consommateurs. Et en fait, on le voit, hein, Chanel, par exemple, tire clairement son épingle du jeu sur la plateforme. Mais vous avez de nouvelles marques qui font leur entrée dans le top 3, Tom Ford et Estée Lauder, par exemple. Donc, on va voir tout de suite ce qui leur permet d'émerger. La première chose, c'est de miser sur l'innovation. Donc, de parler du choix des ingrédients. On le disait dans les tendances. Aujourd'hui, les consommateurs, ils ont envie de savoir ce qui se trouve dans leurs produits cosmétiques. C'est d'ailleurs pour ça que des applications comme Yuka fonctionnent aussi bien, ou d'autres applications pour scanner quels sont les ingrédients dans leurs produits. Et donc, mettre l'innovation au premier plan et parler des ingrédients, c'est ce que fait très bien la maison Chanel. Ici, un exemple à l'appui d'une vidéo relayée sur sa crème Sublimage, où les ingrédients sont mis au premier plan et les effets sur la peau, ils sont quand même relayés, mais au second plan. L'autre technique sur Facebook, c'est d'unir ses forces, donc en créant des collaborations avec d'autres marques. Exemple avec Estée Lauder qui s'est entourée du designer indien Sabyasachi. Donc l'idée en fait de cette collaboration, c'est de pouvoir capitaliser sur l'audience de chacun. Donc Estée Lauder peut-être miser sur une communauté qu'elle n'avait peut-être pas, ou en tout cas dans une moindre mesure, en Inde et peut-être en Asie du Sud. Et pour Sabyasachi, eh bien, c'est de capitaliser sur la communauté en Occident que peut avoir Estée Lauder. Et généralement, tout ça fonctionne très bien. Cette vidéo d'Estée Lauder, elle cumule plus de 9000 vues sur YouTube. Donc, c'est quand même pas négligeable. Sur Facebook, pardon. Donc, on a vu quelles étaient les stratégies gagnantes sur Facebook, YouTube et Instagram. Maintenant, on va s'intéresser à TikTok. D'abord, sur TikTok, il y a une vraie carte à jouer pour les marques de cosmétiques de luxe.
Et on aurait pu penser il y a quelques années, et quand je dis il y a quelques années, mais c'est pas si loin, il y a 2-3 ans, au moment du Covid, que le luxe n'avait pas sa place sur TikTok. Ben, aujourd'hui, on se rend compte que c'est complètement faux et que les marques de luxe, elles génèrent un engagement massif, à l'image de Dior, qui arrive en numéro 1, qui était déjà numéro 1 sur Instagram. Ensuite, on retrouve Yves Saint Laurent, qui était numéro 1 sur YouTube, et Chanel, qui était numéro 1 sur Facebook. Donc, on voit quand même qu'il y a certaines marques qui arrivent très bien à s'approprier les codes des différentes plateformes pour émerger. Donc sur TikTok, les stratégies gagnantes, ça va être de mettre en avant la beauté pour hommes. On l'a vu que c'était une des grandes tendances de l'année. Exemple ici avec les vidéos de Dior mettant en scène des mannequins hommes clairement en pleine mise en beauté, avec 12 000 likes pour l'une, 5 000 likes pour l'autre. Donc ce sont quand même des volumes assez intéressants. L'autre tendance, ça va être de jouer sur les trends du réseau. Donc on le sait, sur TikTok, les tendances évoluent à vitesse grand V. La dernière en date en matière de cosmétiques, c'est la routine du lip combo, une tendance très bien mise en scène par Lancôme ou encore Dior, comme vous pouvez le voir à l'écran. Mais de manière générale, les routines fonctionnent extrêmement bien sur TikTok. Et c'est intéressant d'observer que c'est un phénomène qui était populaire il y a quelques années sur YouTube et qui s'est exporté sur la plateforme TikTok, mais avec des formats beaucoup plus courts, rapides et punchy. Par exemple, le hashtag skincare routine, il cumule 5,5 millions de vidéos, non pas de vues, mais bien de vidéos sur TikTok. Donc, je pense qu'il y a une vraie carte à jouer de ce côté-là. Merci Clémence. Pour rebondir un peu là-dessus et aller plus loin, ce qu'on a trouvé intéressant de regarder avec VisiBrain, c'est à la fois cet aspect conversationnel et cet aspect communication, c'est-à-dire quelles sont les discussions et quelles sont les tendances en lien avec les cosmétiques de luxe. Mais on peut aussi utiliser la social data comme source d'infos sur ces consommateurs finaux. Savoir finalement qui sont ces personnes, comment les séduire, quelles activations vont permettre de les toucher au maximum et quels sont leurs centres d'intérêt en général. Donc la méthodologie derrière, elle est finalement assez simple. On va se baser ici sur un proxy. Ce proxy, c'est finalement ce que connaît le plus grand panel du monde sur nous. Ce plus grand panel, il a un nom, c'est Meta. Donc dès lors que vous avez un ID Facebook, c'est-à-dire dès lors que vous avez un compte Facebook, un compte Instagram, un compte WhatsApp ou Messenger, ou pour les plus courageux d'entre vous, un compte Oculus, vous allez être référencé sur ces bases et vous allez laisser beaucoup d'informations de par votre empreinte numérique. Autrement dit, dès lors que vous allez commenter un contenu, dès lors que vous allez liker un contenu, dès lors que vous allez scroller un tout petit peu plus lentement sur du contenu lié à Dior Beauty, par exemple, ou à Chanel Beauty, vous allez donner à Meta l'information que vous avez comme centre d'intérêt, une surreprésentation d'intérêt pour Chanel ou pour l'écologie ou pour que sais-je. Ces informations-là, vous allez aussi les donner lorsque vous allez vous balader ou lorsque vous allez agir sur des sites qui ont le pixel Facebook. Le pixel Facebook, c'est un bout de code qui est présent dans 90% des sites marchands et 90% des sites médias. Ce comportement va être analysé et nous, indirectement, on va le récolter et on va pouvoir regarder finalement qui vous êtes, non pas en titre d'individu, mais en tant que groupe. N'hésitez pas si vous avez des questions sur la méthodologie dans le chat pour qu'on puisse y répondre. Donc finalement, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait comparer les 34,2 millions de personnes français qui sont présentes dans les bases méta. Donc là, on parle vraiment de big data, on parle de presque 70% de la population française, avec les 2,2 millions de personnes qui sont identifiées par Meta comme ayant un intérêt pour les cosmétiques de luxe. Je préfère préciser, c'est-à-dire un intérêt pour les cosmétiques des marques du panel en question. Donc tout l'enjeu de ce qu'on va voir tout de suite, ça va être de comparer ce qui différencie ces 2,2 millions de personnes avec ces 34 millions de personnes. Dernier petit point méthodologique. Vous allez voir dans les slides suivantes parfois des noms de personas. Ça, c'est un persona qui s'appelle le Adventure Lover avec un score. Alors, ce persona, c'est en gros des personas qui correspondent à des mindsets de centres d'intérêt.
L'adventure lover, c'est une personne qui cherche des nouvelles expériences excitantes, qui aime prendre des risques. Ça correspond exactement à cette définition que vous pouvez trouver en critères méta. Et le score qui est à côté, je vais vraiment pas rentrer dans le détail, mais en gros, tout ce qu'il faut retenir, c'est que si ce score est supérieur à 60, cela signifie que ce persona a un fort intérêt pour les cosmétiques de luxe. Et donc en rentrant un peu, et là encore une fois, moi l'objectif maintenant, c'est pas de vous présenter toute l'étude, c'est juste de vous donner quelques clés de compréhension, et l'étude, vous pourrez la regarder dans un second temps de votre côté. Moi, ce qui m'a semblé très intéressant en termes de mindset et de surreprésentation d'intérêt, c'est ce Health Conscious avec un score très fort de 89 sur 100, qui est en surreprésentation. Donc ça rejoint finalement ce qu'on a détecté nous en conversationnel et en tendance, c'est-à-dire que les personnes qui montrent un intérêt pour la cosmétique de luxe sont des personnes qui, dans la vie de tous les jours, accordent une grande importance à leur bien-être, qu'il soit physique ou mental, aux questions de santé, aux questions de healthcare, et finalement, c'est pas étonnant de les voir à ce point-là haut dans le classement. Autre point intéressant, c'est tout l'aspect contrôle fric. Finalement, c'est des gens qui aiment avoir le contrôle de leur vie et de leur environnement. Donc, il va falloir les réassurer, que ce soit en termes d'innovation produit ou en termes de communication, sur votre produit. Lui assurer, peut-être jouer beaucoup sur le terme de routine. Le contrôle fric, c'est quelqu'un qui va avoir une forte appétence sur l'aspect routinier. Donc, lorsque vous présentez un produit, typiquement, le mettre en scène dans une routine, ce qu'on parlait tout à l'heure sur TikTok, va le toucher particulièrement, etc., etc. Je vais vous laisser après découvrir le reste des slides suivants. Je voulais juste remonter sur trois points d'activation qui me semblaient intéressants. Là, sur le graphique que vous pouvez voir ici, pour le lire, c'est très simple. Si vous êtes au-dessus de la ligne verte, la ligne 100, ça signifie que votre cible a une surreprésentation d'intérêt par rapport à la moyenne des Français. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que finalement, dans la catégorie des médias, il y a 2 médias qui ressortent particulièrement en surreprésentation d'intérêt. En premier lieu, il y a les réseaux sociaux. Donc finalement, c'est une cible qui, de manière assez surprenante, est très connectée et utilise beaucoup les réseaux sociaux. Et si on zoome, on peut même voir lesquels. Et là, on va retrouver YouTube et Instagram. On peut même retrouver, je ne l'ai pas mis ici, mais LinkedIn en surreprésentation. Donc encore une fois, ce n'est pas étonnant finalement que les plus grandes marques performent sur ces 2 canaux, parce que c'est des canaux qui touchent particulièrement cette cible. Si on zoome aussi là-dessus, moi, ce qui m'avait semblé intéressant, c'est l'aspect streaming. C'est l'aspect streaming. Il y a une surreprésentation d'intérêt pour les principales plateformes de streaming auprès de cette cible. Et donc ça, c'est une vraie opportunité pour les marques ou pour les personnes qui vont s'occuper de l'activation derrière, notamment Spotify. Il y a 15%, les personnes qui sont intéressées par les cosmétiques de luxe ont une probabilité 15% supérieure à la moyenne des Français d'avoir un intérêt pour Spotify. Et on peut même zoomer sur le type de musique que ces personnes-là écoutent. Et là, sans surprise, l'aspect K-pop ressort particulièrement, plus de 20% supérieur à la moyenne des Français. Et ça, moi, ça me semble hyper intéressant parce qu'il y a plein de choses à imaginer pour ces marques-là. Sponsoriser une playlist K-pop, s'associer avec un artiste, sponsoriser un festival autour de ces sujets. Et voilà, en gros, très rapidement, un rapide échantillon de ce qui est possible de faire, à la fois en conversation et en termes de persona grâce aux données réseaux sociaux. Dernier point peut-être qui m'a semblé intéressant, on a regardé parmi les distributeurs lequel avait une surreprésentation d'intérêt. Et la surprise, ce n'est pas forcément Sephora, ce n'est pas forcément Amazon, ce n'est pas forcément Printemps. C'est les Galeries Lafayette qui vont toucher d'une manière très forte. Quand je parle de très fort, c'est une surreprésentation de 25% par rapport à la moyenne nationale, ce qui est très fort. Cette cible. Donc typiquement, moi ce que je conseillerais à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est d'établir ce type d'analyse sur leur cible spécifique pour savoir quel distributeur finalement a la plus grosse probabilité affinitaire pour adapter sa stratégie de distribution, de communication, de partenariat croisé. Voilà, alors avant de passer au quiz et de faire gagner un produit cosmétique au plus fort d'entre vous, ou à la plus forte d'entre vous, on voulait revenir avec Clément sur 4 conclusions et 4 finalement recommandations VisiBrain X Lictor pour les personnes qui évoluent dans l'industrie. La première recommandation que l'on peut vous faire, c'est d'être en veille en fait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que en matière de cosmétiques,
les tendances vraiment se font et se défont ultra rapidement. Il y a tellement de conversations sur le sujet que c'est très très important de pouvoir être bien équipé pour monitorer tout ça. Et on l'a vu, hein, quand on est une marque de cosmétiques de luxe, on peut aussi subir un bad buzz. L'exemple de Guerlain en est la preuve. Tout part d'une vidéo YouTube. Et puis ensuite, ça a été commenté sur Twitter et les volumes de conversation autour de la marque ont explosé jusqu'à être repris dans la presse traditionnelle. Donc, cette vidéo YouTube, peut-être que si elle avait été identifiée dans les premiers instants, la crise aurait pu être évitée. Donc, voilà, tout ça, c'est très important à surveiller en fait de près. Un autre point qui nous semble vraiment important à souligner, et c'est pour ça qu'on l'a mis dans les recommandations finales, c'est de rappeler que la cible cosmétique de luxe, c'est une cible très exigeante, qui est complexe à appréhender et qui est complexe à comprendre. Donc pour ça, ce qu'on vous conseille, c'est de réaliser une analyse de persona qui ressemble globalement à ce que vous venez de voir, mais d'une manière beaucoup plus poussée, grâce aux données réseaux sociaux, pour obtenir finalement savoir exactement qui est votre cible, ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas, pour adapter toute la chaîne de valeur autour de votre produit. Autre sujet, on pense qu'il est très important de différencier tout ce qui va être effet de mode et réelle tendance de fond. Alors pour ça, il y a différentes manières, mais typiquement, est-ce que, moi, par exemple, se dire que le glass skin sera encore une tendance dans un an, ça, on ne sait pas aujourd'hui. Par contre, savoir que de par l'analyse de persona, de par l'analyse de tendance et de par l'analyse des volumes en question, comprendre que les aspects sustainability et ouverture et engagement de la cible sont importants et vont continuer de rester une tendance importante dans les années à venir, ça, c'est beaucoup plus probable. Donc nous, ce qu'on vous conseille, c'est de mettre en place un rapport mensuel sur le sujet qui vous intéresse, vous, que ce soit en termes de tendance d'ingrédients, de trends, de réaction aux nouveaux produits, etc., pour toujours garder ce temps d'avance sur le marché et sur votre consommateur. Et notre dernière recommandation, elle porte sur la détection d'influenceurs. En matière de cosmétiques, il y a énormément en fait d'influenceurs qui sont positionnés sur ce créneau-là. Maintenant, il y a une technique parfois qui est un peu sous-exploitée, c'est de faire de la cartographie pour justement comprendre qui sont ces influenceurs et identifier peut-être des leaders d'opinion sur le secteur qui ne sont pas forcément les plus connus, mais qui sont pourtant très influents et qui pourraient très bien coller avec votre marque parce que ils portent les mêmes valeurs ou ils parlent des mêmes sujets. Et donc la cartographie permet vraiment de détecter des influenceurs avec précision. Et on n'y pense pas toujours, c'est vrai, au social listening pour faire de la détection d'influenceurs, mais il permet quand même de trouver des personnes avec lesquelles collaborer au-delà en fait des bases de données d'influenceurs classiques pour maximiser vos collaborations.